Faites le test. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez entendu, lu ou vu une femme décrypter un plan de relance ou s'emparer du sujet de la compliance. Une, aucune, grande absente des médias, les femmes représentent moins de 20% des intervenants. Vox Femina est né d'une envie, celle d'aider les femmes à se faire connaître et promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne ainsi la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs bonnes pratiques pour réussir. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Valérie Tandeau de Marsac, avocate, fondatrice de VTM Conseil, accompagne les entreprises patrimoniales et familiales. Aussi présidente fondatrice de l'association Vox Femina, elle met en avant 3 ingrédients pour une prise de parole en public réussie. Sélectionner les messages que l'on souhaite faire passer, les adapter au public visé et oser, tout simplement. Pour commencer, pourriez-vous nous pitcher votre expertise ? Je suis experte des entreprises familiales. Au quotidien, j'accompagne des entreprises sur toutes les problématiques liées au capital, aux relations entre actionnaires, à la transmission du capital et à la pérennisation de l'entreprise. Quelle a été votre formation ? J'ai une formation dans une école de commerce, HEC. Il y a, je n'ose pas le dire parce que je crois que ça fait 40 ans. Et au bout d'une quinzaine d'années, je me suis reconvertie pour devenir avocate. Donc j'ai une double formation, ce qui me permet d'avoir à la fois une connaissance de l'entreprise de l'intérieur, plutôt sur les fonctions à cheval sur le droit et la finance et le développement de projets internationaux. Et comme avocate, j'ai fait des fusions-acquisitions, de l'investissement pour des fonds de private equity. Et depuis 10 ans, comme je le disais tout à l'heure, j'accompagne des entreprises familiales le plus souvent pour tous les sujets liés à la structuration et à la transmission du capital. Pouvez-vous nous parler de votre première prise de parole publique ? Alors, ma première prise de parole publique, c'était sur une radio, c'était sur BFM. Ça se passait juste après la crise de 2008. Et à l'époque, le cabinet dans lequel j'étais associée publiait ce qu'on appelait des notes de crise. Et la rémunération des dirigeants était un sujet d'actualité. Parce qu'on stigmatisait beaucoup le rôle des financiers dans la crise. Et cette stigmatisation mettait en avant le fait qu'ils étaient beaucoup trop rémunérés. Et donc il y avait eu aussi plusieurs tentatives de réguler la rémunération des salariés dans les établissements financiers. Donc moi j'avais fait une étude sur la rémunération des dirigeants, une étude comparative des meilleures pratiques dans un certain nombre de pays européens, qui avait fait l'objet d'une publication dans le cadre d'une de ces notes de crise. Et puis par ailleurs, le cabinet était en liaison régulière avec BFM pour l'émission des experts. Parce qu'en fait, BFM avait l'habitude de faire venir des experts pour discuter de sujets d'actualité. Donc là, il se trouve que ça s'est croisé. Il y avait le sujet d'actualité qui était la rémunération des dirigeants et moi qui avais rédigé cette note de crise. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le plateau de BFM à intervenir pour parler de cette question en tant qu'expert du point de vue juridique. Quelles étaient alors vos appréhensions ? Je m'en souviens très très bien parce que j'étais quand même assez intimidée. J'intervenais avec un député et je n'avais jamais fait de radio en public. Il m'est assez rapidement apparu important de prendre la parole parce que à cette époque-là aussi, j'avais été sensibilisée au déficit de parole féminine dans les médias, puisque c'est à peu près l'époque aussi à laquelle le gouvernement avait commandité une étude sur l'image des femmes dans les médias, qui faisait nettement ressortir que quand les médias interrogent des experts, ils interrogent massivement et quasiment exclusivement des hommes. En particulier d'ailleurs à la radio, puisque je crois que la statistique qui était donnée à l'époque, c'est que pour 20 minutes de temps de parole d'experts à la radio, il y a 1 minute 27 de parole féminine. Bon, donc c'est quand même très très peu. Et probablement, même si on est malheureusement encore loin d'un équilibre à 50-50, on n'est quand même pas à 1,27 sur 20% de présence, d'expertise des femmes dans la vie des affaires en général. Et donc cette étude et cette statistique un peu catastrophique m'a vraiment créé une forme de prise de conscience chez moi, parce que je crois que je ne me rendais pas bien compte en fait que dans les médias les femmes étaient quasi invisibles. Donc c'est vrai que cette étude m'a fait prendre conscience de ce fait, m'a fait prendre conscience du fait que c'était dommageable aussi, parce que évidemment le fait que les femmes apparaissent dans les médias essentiellement comme victimes ou comme témoins de la vie quotidienne
eh ben, ça n'arrange pas la question des stéréotypes de genre. Donc ça m'a donné l'idée de créer une association dont l'objectif est d'identifier des femmes crédibles comme experts et de les rassembler dans une plateforme qui s'appelle, donc du nom de l'association que j'ai créée à cette époque, Vox Femina, parole d'experts au féminin, pour favoriser la prise de parole individuelle de chacune et créer collectivement un mouvement de rééquilibrage de la parole des femmes en tant qu'experts dans les médias. Comment vous étiez-vous préparé? J'avais pris conseil auprès de la responsable communication du cabinet, puisque j'étais déjà avocate à l'époque, qui m'avait dit, écoute, c'est très simple. En fait, avant d'y aller, tu identifies les 2 ou 3 points que tu veux faire passer. Et c'est un conseil qui m'a été très très précieux, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'avais 2 ou 3 idées à faire passer que j'avais identifiées avant. Et je me suis débrouillée pour les passer, et même si ça peut être parfois un petit peu acrobatique, parce que quelquefois il s'agit de répondre un tout petit peu à côté de la question, mais là n'est pas le problème, en quelque sorte. L'idée, c'est vraiment de faire passer les messages que l'on veut faire passer. Donc, pour moi, le point clé, c'est bien identifier son message. On a un motto chez Vox Femina, c'est le mieux, c'est quand même d'apprendre en osant, quoi. C'est quand même learning by doing, pour moi, c'est quand même la meilleure manière de faire. Donc, pour moi, le meilleur exercice, la meilleure préparation, c'est de s'entraîner à en faire des prises de parole, même si, bien sûr, il faut aussi être conscient que toute prise de parole en public, évidemment, suppose une prise de risque. Voilà. Donc, et la prise de risque, il n'y a pas moyen vraiment de la minimiser. La seule manière que je connais de minimiser la prise de risque, c'est de bien savoir quels sont les messages que l'on veut faire passer. Pour moi, ça, c'est quand même la clé, vraiment la clé. C'est quels sont les messages que je veux faire passer, sachant que là aussi, il faut quand même se restreindre à un nombre limité d'idées. Et deuxième chose aussi, sans doute, adapter le message au public que l'on vise. C'est-à-dire qu'on ne dira pas la même chose sur un plateau de télévision grand public ou si on est interviewé pour ne serait-ce que BFM, quoi. C'est pas tout à fait le même. Voilà, il faut quand même, je pense, adapter le message au public. Ça me paraît quand même quelque chose d'important. Est-ce que le fait d'être une femme rend la prise de parole plus difficile? Parfois, pas toujours bien sûr, mais parfois, la parole des femmes n'est pas aisée. Et j'en veux pour preuve un exemple qui était pour moi assez caricatural, mais je pense assez éloquent. C'est donc, j'avais été invitée, alors cette fois sur le plateau de Europe 1, à propos justement de Vox Femina, donc en fait le journaliste qui était très bienveillant et vraiment, je pense, tout à fait sincèrement bienveillant, voulait me donner la parole sur ce sujet. Donc il m'invite, c'était une émission un dimanche après-midi, il y avait un plateau, je sais pas, on était 4 ou 5 experts, je ne sais plus exactement. Ça se passe très très bien, parfait, et en rentrant, je me dis, je vais essayer de faire un petit montage radio, parce que je voulais couper en fait la partie de l'interview qui me correspondait pour la publier sur la plateforme de Vox Femina. Donc évidemment contribuer à l'objectif de l'association. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mal en fait à faire le montage. Et ça n'est qu'à la 3e ou 4e audition que je me suis rendu compte que la difficulté que je rencontrais, c'était que le journaliste me donnait la parole. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Tandon-Marsac, etc. Je formulais une réponse. Et à ce moment-là, j'étais interrompue par le même journaliste qui aussitôt redonnait la parole à un autre invité, cette fois masculin, pour obtenir confirmation, validation de ce que je venais d'exprimer. Et je m'étais très bien débrouillée puisque j'avais été récupérer la parole. Donc le truc n'avait duré que même pas une minute, enfin quelques secondes. Mais au montage, ça m'avait considérablement gênée parce que j'arrivais pas à récupérer un morceau entier. Et là, ce qui m'a vraiment, ce dont j'étais le plus stupéfaite, c'est que sur le champ, moi-même, je ne m'étais pas rendu compte qu'on m'avait coupé la parole et que j'avais été obligée d'aller la récupérer pour continuer l'interview. C'est ça qui m'a le plus étonnée. C'est-à-dire que c'est tellement inconscient, on est tellement habitué à ça que moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça, vraiment, je veux dire que c'est un truc qui m'a bluffé, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que la prise de parole publique vous apporte ? Il me semble important de faire émerger dans la sphère, entre guillemets, inconsciemment encore marquée par le pouvoir masculin, de faire émerger des voix féminines dans cette sphère. Parce que si on veut que les lignes bougent, c'est très important. Donc ça, c'est à un niveau macro, si vous voulez, je pense que c'est important. Et moi,
Ce que ça m'apporte, c'est que ça me fait plaisir de contribuer à faire émerger ces voix féminines, même si moi je suis une toute petite goutte d'eau dans un énorme océan. Donc ça, c'est sur le niveau collectif. Après, au niveau individuel, on ne peut pas dire, bien sûr que non, il n'y a pas de retombées particulières. Bon, après, ça dépend du métier que l'on fait. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, quand on est, comme moi, dans un métier de conseil indépendant, c'est assez difficile d'échapper à la nécessité de créer une image de soi sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Le marketing de soi est devenu quelque chose de relativement incontournable pour qui veut vendre des prestations de services, comme on est quand même assez nombreux et nombreuses à le faire. Donc, alors là, de ce point de vue-là, évidemment, les prises de parole dans les médias sont un outil très précieux de construction de cette image professionnelle que les réseaux sociaux peuvent ensuite servir à véhiculer. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est pas une prise de parole individuellement, c'est l'addition des prises de parole dans des circonstances diverses et variées, que ce soit sur les médias, évidemment, apportent une crédibilité, une légitimité très forte, parce qu'on est dans une époque médiatique, mais il n'y a pas que les médias. Il y a aussi les prises de parole en public, il y a les prises de parole dans des tables rondes, il y a des prises de parole dans des événements organisés par des prestataires qui pèsent. Je pense par exemple BPI France. Pourquoi est-ce si important d'oser? D'abord, déjà, je viens d'une école, ma formation initiale, encore une fois, c'est HEC. La devise d'HEC, c'est apprendre à oser. Donc, je pense que là, voilà, j'ai vécu un peu toute ma vie professionnelle avec ça. Au début, ça ne me parlait pas spécialement, mais plus je réfléchis aujourd'hui, plus je me dis que c'est vraiment fondamental. Aussi, peut-être parce que si on réfléchit à ce qui caractérise notre époque, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? En témoigne, on voit bien, en fait, aujourd'hui, les aspirations des plus jeunes, elles sont beaucoup tournées vers les startups, l'entrepreneuriat, etc. Et pour entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, au fond, c'est oser, quoi. Je veux dire, c'est oser se lancer, c'est oser prendre des risques. Et dans une société qui, par ailleurs, est de plus en plus contrôlante, il me semble que une des rares zones de liberté individuelle qui nous reste, quand même, je pense, c'est celle-là. C'est d'oser entreprendre, c'est d'oser aller vers des zones dans lesquelles on n'a pas, peut-être oser sortir de notre zone de confort, oser affirmer les idées auxquelles on croit, oser se battre pour les valeurs que l'on défend. Voilà, je crois que c'est vraiment, pour moi, s'il y a une zone de liberté individuelle qui nous reste aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Donc ça me semble essentiel en termes d'expérience de vie, en fait, aujourd'hui, d'oser. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, le podcast, proposé par Vox Femina en collaboration avec Anderby. Ensemble, engageons un mouvement collectif de mise en avant de la parole des femmes en tant qu'expertes dans les médias. Un nouveau témoignage inspirant est en préparation. À très vite.